Intuitivement, on peut comprendre que la suffisance, c'est ce qui suffit, c'est quand on a assez. Pour mieux comprendre ce principe et comment il pourrait évoluer dans la société wallonne ces prochaines années, Canopéa a organisé une recherche collaborative sur le sujet. Dans le cadre de cette recherche, des scénarios ont été imaginés par les participants et participantes, avec comme question centrale comment aller vers une production et une consommation suffisantes en Wallonie à l'horizon 2045. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les histoires illustrées de ces scénarios. On se retrouve après pour plus d'infos sur le projet. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce colloque pour vous parler de notre société d'aujourd'hui du point de vue d'une vieille citoyenne engagée. Je me présente, je m'appelle Françoise, j'ai 60 ans, j'habite à l'Arbre Vert, un écolieu situé ici en Wallonie. La plupart d'entre vous, jeunes étudiants, n'ont pas connu la société dans laquelle on vivait il y a 20 ans, soit en 2025. Je vais un peu nous remettre dans le contexte de cette époque et vous expliquer ce qui s'est passé dans différents domaines et les évolutions que j'ai pu constater. Depuis 2025, nous avons connu des problèmes d'approvisionnement fréquents à cause de différents facteurs, notamment le prix de l'énergie qui a fluctué énormément suite aux conflits dans le monde, des guerres par-ci par-là, des cataclysmes climatiques, de nombreuses coupures d'électricité en Europe. Tous ces éléments ont eu pour conséquence une fragmentation des territoires et plus précisément des villes, désertées par leurs habitants qui ont fui vers la campagne en cherchant des solutions de proximité. Un exemple concret, nous, à l'Arbre Vert, nous utilisons principalement l'énergie issue de nos panneaux photovoltaïques et de 3 petites éoliennes que nous avons mises en plein milieu de nos champs. Pour l'alimentation, nous sommes autosuffisants à 80% grâce à nos champs, nos serres et notre verger. Pour l'eau, nous avons 2 puits et bien entendu, nous récupérons l'eau de pluie au maximum. Mais comment l'Arbre Vert est né? Vous vous demandez peut-être. En fait, après la pandémie de 2032, tout simplement. Comme vous le savez, l'Union européenne et la Belgique peinant à se coordonner pour répondre aux besoins, plusieurs citoyennes et citoyens ont décidé d'agir politiquement au niveau local, dont moi. Pas mal de gens se sont rendus compte que c'est quand même chouette d'avoir un espace vert et de quoi se nourrir près de chez soi. La conscience écologique s'est donc renforcée. Il y a eu une prise de conscience qu'une diminution drastique des productions et consommations, en partie forcée, diminuait aussi les problèmes. L'arrêt plus ou moins forcé de certaines usines a réduit la pollution temporairement et entraîné une demande d'énergie à la baisse. Suite à cette crise, les gens voulaient faire mieux avec moins. C'est dans cette optique que nous avons créé l'Arbre Vert. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins 50 familles à y vivre. Vous vous souvenez du confinement? Vous étiez confinés avec vos parents à la maison dans l'attente des instructions du gouvernement et de la réorganisation des écoles. Pour ne pas reproduire les erreurs du Covid-19 avec la chute de la santé mentale, quelques parents, en collaboration avec les écoles, se sont lancés le défi de proposer des classes s'inspirant de l'école du dehors, pratique encore marginale jusque-là, bien que présente depuis les années 10, que personnellement je n'ai pas eu la chance de connaître. Petit à petit, il a paru opportun d'utiliser des outils et pratiques pédagogiques Montessori dans plusieurs écoles. Les parents, en organisant ces classes, se sont rendus compte que l'éducation n'est pas réservée à l'enfance et que c'est sympa d'apprendre ensemble, même après l'école. À l'Arbre Vert, chaque habitant peut proposer un atelier pour partager ses connaissances sur un sujet précis, comme les plantes sauvages comestibles, comment appliquer la pédagogie quand on enseigne les maths à nos enfants ou sur comment bien réparer un vélo. Malgré tout, certaines écoles proposent encore un programme classique dans le style des années 20, mais intégrant dans leur programme une formation aux enjeux environnementaux et sociaux imposés par le gouvernement, tout comme l'enseignement primaire et secondaire qui intègrent dans leur programme plus d'éducation citoyenne. D'un point de vue culturel, les récits ont changé petit à petit. Le cinéma, les journaux et les médias en général se responsabilisent. Vous l'avez peut-être remarqué, les pubs privées sont de moins en moins populaires et répandues grâce aux politiques gouvernementales, même si certaines persistent. Notre ennemi juré, Coca-Cola, ne se donne pas si facilement.
En ce qui concerne la politique sociale, de nombreux liens ont émergé entre les différentes régions d'Europe, où des mécanismes de solidarité se sont créés pour combler les besoins des personnes en difficulté. Pour favoriser une plus grande mobilité entre les territoires, parfois devenus inhabitables, plusieurs localités se sont dotées d'habitations légères pour accueillir régulièrement des personnes de passage comme des réfugiés et d'offrir des services de base. À l'Arbre Vert, nous avons installé 2 yourtes pour accueillir ces personnes qui bénéficient de toutes nos infrastructures. D'un point de vue de politique générale, il y a un phénomène de décentralisation du pouvoir ces dernières années, mais ce n'est pas encore généralisé. Les quartiers gèrent maintenant beaucoup plus leur territoire. À l'Arbre Vert, par exemple, comme un peu partout, nous avons des assemblées citoyennes où on discute et on prend des décisions politiques à l'échelle locale et une fois par mois, plus souvent en hiver, nous avons un collège communautaire qui inclut plusieurs représentants de chaque quartier de la province pour échanger sur nos bonnes pratiques locales et nous coordonner pour des actions à plus grande échelle. Des actions à plus grande échelle nécessitant parfois de plus grands moyens, nous avons élu des représentants communautaires qui introduisent nos demandes à la région wallonne. Et si nécessaire, la région se charge de transférer la demande au niveau fédéral. Si à nouveau la Belgique ne peut pas nous aider, la demande est envoyée au niveau européen. On a donc une approche beaucoup plus bottom-up que celle top-down des années 2020. Le principe de subsidiarité mis en pratique, quoi. Les communes sont d'ailleurs encouragées à appliquer la ville du quart d'heure. Tout est à 15 minutes à pied et à plus ou moins une demi-heure à la campagne en mobilité douce. Néanmoins, ces avancées sont fragiles. Certaines personnalités publiques nient encore la gravité des phénomènes naturels et valorisent la réussite par l'augmentation de richesses matérielles. Pour atténuer la fragilité de ces avancées, l'Union européenne a renforcé le protocole de transparence sur le lobbying en 2030 et a créé, à la suite des élections européennes de 2034, un protocole d'équilibre entre l'écoute donnée aux intérêts privés et publics. En plus de ça, comme vous le savez, tous les niveaux de pouvoir s'inspirent de plus en plus du modèle de l'économie du donut et prennent en compte d'autres indicateurs que le PIB, comme les indicateurs de contentement, l'indice de situation sociale déjà évalué en Wallonie depuis 2014 et bien sûr l'empreinte écologique pour évaluer la santé de la société. Le gouvernement encourage d'ailleurs tous les secteurs à faire leur transition à travers plusieurs mécanismes d'aide financiers et pédagogiques financés par les taxes sur les activités polluantes. L'Arbre Vert a par exemple reçu des subsides pour installer ses panneaux solaires et ses éoliennes. Le reste de nos dépenses et investissements sont financés par l'économie sociale qui représente maintenant 65% de l'économie actuelle. Vous avez plusieurs monnaies locales dans votre porte-sous, n'est-ce pas ? En 2025, je vous rappelle que la majorité n'avait que l'euro en Belgique. Depuis les années 2038, la semaine des 30 heures a été instaurée sans perte de salaire. Qu'est-ce que ça aurait bien plu à mes grands-parents ? En même temps, il y a eu une réduction volontariste de la production et donc de la consommation. Les syndicats et les représentants de la responsabilité sociale des entreprises ont maintenant plus de poids dans les organes de décision des structures de travail, entreprises, organisations coopératives, et guident leurs dirigeants vers plus de durabilité, parfois en s'aidant de l'intelligence artificielle. En parlant d'IA, vous l'utilisez tous, n'est-ce pas ? Sachez que depuis son essor dans les années 20, les autorités ont dû fortement réguler son utilisation car les risques de dérive étaient très nombreux. Aujourd'hui, en 2045, sa consommation énergétique pose toujours problème. En conclusion, je me sens heureuse et chanceuse d'habiter à l'Arbre Vert, car de nombreuses inégalités existent encore entre les gens comme moi, qui bénéficient d'une transition réussie, et ceux qui subissent les conséquences des crises économiques et climatiques sans pouvoir s'adapter. Je pense que c'est dû au fait qu'il existe toujours une centralisation du pouvoir qui freine l'émancipation des collectivités. Moi, je rêve d'un monde où nous pouvons aller librement de tilleul en tilleul, être accueillis dignement dans chaque localité et continuer notre chemin là où nous mène la vie. Chers collègues, je me réjouis de partager avec vous les résultats de notre étude systémique sur la conscientisation environnementale en Wallonie et ses conséquences, menée entre 2035 et 2045.
Cette période a été marquée par de nombreux bouleversements socio-environnementaux et des réponses de la société wallonne qui, je vous le garantis, méritent d'être explorées hors des bulles théoriques pour rentrer pleinement dans la flaque, si je puis dire. Les Wallons, comme beaucoup d'autres Européens, ont été forcés de se confronter aux effets concrets des crises climatiques. Inondations répétées, vagues de chaleur intenses et sécheresses de printemps. Le climat ayant décidé d'être un professeur assidu, nos concitoyens ont appris, parfois à leurs dépens, que le portefeuille aussi ressent ces effets. En 2041, les pertes agricoles dues à la sécheresse ont entraîné une augmentation des prix alimentaires de 15%. Une hausse qui, il faut le noter, n'a épargné personne. Face à cette réalité, la demande pour une plus grande transparence a explosé. D'ici 2045, près de 80% des produits wallons sont étiquetés avec un éco-score complet, en plus du Nutri-Score. Une évolution qui permet aux consommateurs de comprendre l'impact écologique de leurs achats. Parallèlement, des aides financières ont été mises en place pour promouvoir les produits et services durables, rendant ces alternatives accessibles à une population de plus en plus consciente et informée. Les résultats, me demanderez-vous ? 52% des consommateurs wallons déclarent acheter des produits durables, même lorsque ceux-ci sont légèrement plus onéreux. Les Wallons et Wallonnes sont donc actrices du marché du donut, caractérisé par une consommation raisonnée et le respect des limites planétaires. À cet éveil des consciences s'est ajouté le rôle crucial des médias et du marketing écologique qui ont suivi le mouvement. Cette décennie a en effet vu se répandre une nouvelle façon de communiquer autour de l'écologie qui avait émergé dans les années 20. Publicité, documentaires, campagnes d'influence. La majorité des supports a maintenant convergé vers le même message depuis les années 30. Chaque achat compte, chacun peut, avec son portefeuille, orienter le marché vers des produits plus durables. Le marketing écologique, autrefois décrié pour son greenwashing, est aujourd'hui encadré sévèrement au sein de l'Union européenne. Et cette transparence a joué un rôle clé dans l'adhésion des citoyens et citoyennes. Cette visibilité accrue s'est combinée à une réglementation européenne encourageant activement les écopreneurs, ces entrepreneurs innovants, qui mettent la durabilité au cœur de leurs offres et qui bénéficient d'un soutien financier pour amener des solutions écologiques sur le marché, des vêtements aux produits ménagers, en passant par l'agriculture urbaine et verticale. En somme, l'éco-responsabilité appliquée est devenue une affaire de tous et toutes, de l'industriel à la consommatrice, chacun ayant désormais conscientisé son rôle. Un autre pilier du changement a été la législation. En 2035, l'Union européenne a instauré la deuxième directive réparabilité, obligeant les fabricants à produire des biens réparables et à cesser l'obsolescence programmée. Un succès éclatant. Les études montrent que 64% des foyers wallons choisissent désormais de réparer plutôt que de remplacer, entraînant une baisse de 12% des déchets électroniques en 10 ans. Oui, messieurs, dames, la durabilité a pris racine, même dans vos vieux ou tout nouveaux téléviseurs robustes. Entre conscience accrue et adaptation économique, les wallons se sont organisés en fonction de leurs moyens. Une sorte de darwinisme économique des temps modernes, en réponse notamment au chômage technologique et à la précarité énergétique. Les ménages à faible revenu, face aux augmentations de prix, se sont orientés vers les pratiques de recyclage et de sobriété. Ils ont appris à tirer parti de ce qu'ils avaient, entre les marchés de seconde main, les ateliers de réparation et l'échange de services. Pendant ce temps, les ménages plus aisés ont investi dans des technologies vertes. Gestion de l'eau durable, permaculture, énergie renouvelable. La fracture économique s'est cependant accentuée. Certains investissant pour l'avenir, tandis que d'autres subissent une réalité où chaque euro compte. Pour faire face à cette dualité, l'Union européenne a pris des mesures fortes. Renforcement de la fiscalité environnementale, collectivisation partielle des successions et aide sociale pour soutenir les plus vulnérables. Bien que ces initiatives aient atténué les effets des crises, la question de l'équité environnementale reste un défi de taille. Le revenu universel, bien que toujours en débat, est envisagé pour stabiliser celui-ci à court terme et répondre aux nouvelles formes de précarité créées par cette transition rapide. Le changement de mentalité n'a pas été exclusivement économique. Le système éducatif a joué un rôle majeur, notamment avec l'adoption des programmes d'école du dehors et d'outils pédagogiques inspirés de Montessori, orientant les jeunes vers un fort lien avec la nature. Résultat, 70% des jeunes de 15 à 25 ans déclarent vouloir s'impliquer activement dans la transition. Il est fascinant de voir comment, en 20 ans, l'écologie est passée d'un concept abstrait à une réalité intégrée dans le quotidien et l'éducation des Wallons et Wallonnes. En effet, les écarts frappants entre les intentions et les comportements des années 25 s'atténuent. 51% des travailleuses sont actifs dans les secteurs labellisés de transition. Cette transition n'a donc pas seulement facilité un changement de consommation, elle a créé une tendance de fond, celle de la relocalisation de l'artisanat et de l'agriculture vivrière avec le retour des petits producteurs, des artisanes et même de certaines industries essentielles, comme celle de la chimie
pour les médicaments devenus plus durables et centrés sur les besoins essentiels. Vous le savez, ceci a permis de générer de nombreux emplois et de stimuler l'économie locale, ajoutant une dimension économique essentielle à la transition. Un autre point essentiel à cette transformation a été le développement technologique. Les innovations économes en ressources, conçues pour être facilement réparables et robustes, se sont multipliées. En collaboration avec les universités, les entreprises wallonnes ont travaillé à la conception de solutions techniques écologiques. Ce sont des innovations inspirées par le biomimétisme, des technologies low-tech et des outils répondant à une économie circulaire, conçus non pas pour maximiser la consommation, mais pour prolonger la durée de disponibilité des ressources. Ce choix technologique a permis d'ouvrir de nouveaux marchés. Par exemple celui des protéines végétales, au point que certains surnomment la Wallonie le pays du pois chiche. En effet, aujourd'hui, 38% des produits et services en Belgique sont considérés robustes, c'est-à-dire des produits ou services qui valorisent la résilience et l'interdépendance avec leur environnement pour durer, s'adapter et contribuer positivement à leur écosystème. Cependant, toute transition amène ses défis. Le développement de l'intelligence artificielle est un exemple intéressant. Si l'IA est porteuse d'énormes potentialités pour l'efficience et la gestion écologique, elle suscite aussi des inquiétudes quant à la confidentialité des données et à son empreinte environnementale. La montée de l'automatisation, quant à elle, a transformé le marché du travail, supprimant certains postes tout en créant de nouveaux besoins sociaux, notamment dans les domaines de la gestion de données et les services d'accompagnement humain. En conclusion, chers collègues, la Wallonie de 2045 se démarque par un écosystème économique et social profondément transformé. La conscientisation a atteint un niveau inédit. 78% des ménages sont aujourd'hui sensibilisés aux enjeux climatiques. Un chiffre qui témoigne du succès de cette décennie d'initiatives écologiques. Au-delà des chiffres, ce rapport est aussi l'histoire de l'adaptation. Les Wallons, confrontés aux réalités de la crise socio-écologique, ont appris à repenser leur place dans cet écosystème mondial. Nous avons pris conscience que chaque geste, chaque euro dépensé est une goutte dans cette fameuse flaque, un reflet de notre engagement pour l'avenir. Que cette flaque soit un miroir où nous pourrons ensemble entrevoir un avenir encore plus responsable et durable. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir et bienvenue dans ce reportage spécial rétrospective 2025-2045. Ce soir, nous revenons sur 2 décennies de transformation profonde en Belgique, façonnées par des crises successives. Face à des bouleversements économiques et géopolitiques majeurs, la Belgique s'est engagée dans un chemin de résilience et de suffisance. Pour beaucoup, ces choix audacieux ont permis au pays de rester debout. Pour d'autres, les sacrifices requis en matière de liberté et de mode de vie ne sont pas sans susciter des interrogations. Alors qu'un nouveau conflit géopolitique entre les États-Unis et la Russie éclate en cette nouvelle année 2046, ce retour sur 20 années de décisions parfois controversées nous permettra de mieux comprendre l'impact de ce modèle de suffisance nationale sur notre société. En 2026, l'invasion de Taïwan par la Chine entraîne les États-Unis dans un conflit mondial qui bouleverse l'équilibre des échanges internationaux. Rapidement, l'Europe est frappée par des pénuries et un effondrement de ses chaînes d'approvisionnement. L'Union européenne met alors en place le fameux cadre de sécurité économique, encourageant les États membres à renforcer leur autonomie dans les secteurs critiques. Ce cadre favorise la production locale, surtout dans les domaines de l'énergie et de l'agroalimentaire, limitant ainsi la dépendance aux importations globales. Par la même occasion, les voyages internationaux sont devenus officiellement limités aux circonstances exceptionnelles, en plus d'être devenus très chers. La Belgique, comme d'autres nations, ressent l'urgence et entame les premiers pas vers l'autonomie sous le signe d'une suffisance imposée par les circonstances, visant à pallier les ruptures. Des personnalités comme Charles Michel prennent alors des décisions radicales pour relancer l'économie. En 2030, il inaugure une usine de semi-conducteurs dans le palais de justice de Bruxelles, signe de la reconversion de bâtiments publics en centres de production essentiels. Ce geste symbolique montre une volonté forte de remettre en marche l'économie locale, de réorienter nos infrastructures. Si certains y voient un acte pragmatique, d'autres regrettent une certaine perte de patrimoine et de l'identité de Bruxelles. En Wallonie, la relance de la production passe par la réouverture des anciennes mines de charbon, dont celle du bois du casier. Le parc naturel Nassonia est transformé en exploitation agricole intensive, produisant des denrées essentielles, comme des pommes de terre, pour répondre aux besoins locaux. Ces initiatives marquent un choix assumé de privilégier la survie économique du pays. En 2034, un cursus sur l'agriculture intensive sur base des ressources locales est instauré dans les écoles agricoles, introduisant des pesticides à base de charbon et de résidus de produits locaux. Pour les partisans de ce modèle, cette stratégie vise à garantir notre autosuffisance. Les critiques, eux, soulignent les sacrifices en matière de biodiversité et de durabilité, d'autant plus que cette intensification de l'extraction fragilise les ressources naturelles déjà limitées. Cependant,
Les expressions de mécontentement en ce sens se font rares. Les dernières marches pour le climat de 2043 comptaient 4 participants selon les organisateurs, 2 selon la police, dont Jean-Pascal Van Ypersele en Rollator. Dans ce climat, les ressources naturelles deviennent des biens stratégiques. Cédric Frère, petit-fils d'Albert, rachète les nappes phréatiques autour de Charleroi déjà en 2027, conférant au secteur privé un contrôle accru sur des biens essentiels, devançant les initiatives publiques. On se souviendra de la phrase phare de son discours « Fais la Wallonie plus grande, fille !» Parallèlement, pour combler le besoin croissant de main-d'œuvre, une régularisation massive des sans-papiers est organisée avec un sous-statut social. Ce dernier crée une main-d'œuvre bon marché, mais dépourvue de protection sociale de base, une situation qui suscite des inquiétudes pour le droit des travailleurs. Si ces transformations économiques ont permis au gouvernement de maintenir la stabilité, elles n'ont pas fait disparaître les inégalités. En 2035, le Belcoin et en Wallonie le Wildcoin remplacent les transactions en cash. Ces crypto-monnaies, traçables, permettent à l'État de garantir une économie transparente et de centraliser les échanges. Une allocation universelle de 1500 Wildcoins en Wallonie assure l'accès de chaque citoyen aux produits de base. Si ce système permet d'affronter les pressions économiques, certains déplorent une forme de contrôle numérique accru, accentuant les disparités entre populations urbaines et rurales et complexifiant la vie des citoyens moins à l'aise avec la technologie. De plus, les écarts de revenus restent significatifs. Le système de taxation redistributive aide à maintenir un équilibre relatif, mais la fracture demeure profonde entre les élites technologiques et les classes plus modestes. Une réalité qui interroge aujourd'hui les fondements de cette nouvelle économie. Ces transformations de la société ont toutefois permis au gouvernement de stabiliser le pays et de maintenir un certain niveau de vie. La publicité régionale, notamment avec le slogan « Tout est bon dans le Wallon », incite les citoyens à acheter local, renforçant une forme de cohésion autour de l'autonomie économique. Cette production locale renforcée attire aussi des investissements étrangers, séduits par les incitations fiscales et les avantages offerts pour la recherche et l'innovation. Cependant, des voix s'élèvent pour questionner l'impact à long terme de cette dépendance accrue aux structures étatiques et à la consommation locale imposée par les campagnes de promotion, certains voyant en cela une restriction implicite de la liberté de choix. La Cuistax, microvoiture hybride et innovante lancée en Wallonie, symbolise bien les dilemmes de cette suffisance technologique. Fonctionnant à l'électricité, au biogaz et même à l'huile de friture, elle est fièrement présentée comme une solution durable aux défis de mobilité, ayant reçu plusieurs primes à l'innovation locale octroyées par le Conseil européen des nouvelles technologies, basé à Bruxelles et par la région wallonne. Mais malgré le soutien de l'État, cette voiture reste hors de portée pour la majorité des citoyens. Beaucoup voient en ce modèle un progrès, mais les inégalités d'accès aux innovations montrent qu'il reste des limites au projet. Alors, à quoi ressemble la Belgique d'aujourd'hui ? Les années de crise mondiale ont transformé notre nation en une entité résiliente mais repliée, où la sobriété est dictée par des impératifs économiques. Le modèle d'autonomie régionale interconnectée, inscrit dans notre Constitution en 2039, a été un succès relatif. Mais pour combien de temps ? Les critiques mettent en garde contre la rigidité d'un système qui, bien que stable, pourrait manquer de souplesse face aux crises futures. Alors que le monde semble se diriger vers un nouveau conflit global, la question se pose. Sommes-nous prêts ? La Belgique de 2045 a été forgée par les crises. Mais reste-t-elle armée pour les affronter ? Ce que ces 20 dernières années nous ont appris, c'est que la suffisance a un coût. Peut-être faudra-t-il encore revoir notre modèle pour continuer à assurer la stabilité de notre nation. Pour combien de temps ? Et à quel prix ? Seul l'avenir nous le dira. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée sur votre chaîne préférée. Journal de Colia. Entrée 38, 26 avril 2045. Après plusieurs demandes, je me suis dit que j'allais faire plaisir à mon père et venir à l'une de ces fameuses réunions du conseil d'administration. Pas par envie, mais par besoin de comprendre. Comprendre comment on peut encore penser que vivre seul, libre et indépendant est l'objectif ultime. Depuis que j'ai quitté tout ça, assez récemment, je vis dans un petit groupe, à l'écart, dans une ancienne zone industrielle, transformée en terre de débrouille. Mon père, lui, est toujours à la tête de son entreprise en Wallonie. La réunion portait sur les plans d'investissement pour 2045-2050. Il a commencé avec une annonce ambitieuse.
investir massivement dans l'eau. En Wallonie, les réserves d'eau sont encore abondantes comparées à d'autres régions d'Europe, mais elles se raréfient vite avec les sécheresses et elles deviennent particulièrement polluées. Vu que la Wallonie a transmis au secteur privé la gestion de cette ressource, l'idée de mon père est de renforcer les infrastructures pour capter, traiter et vendre de l'eau potable, surtout aux grandes villes qui commencent à en manquer. Pour lui, l'eau est le nouvel or bleu. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que cet investissement dans l'eau, ça veut dire privatiser. Privatiser ce qu'il reste de ressources hydriques dans des régions déjà fragilisées. D'un côté, je comprends son raisonnement. Il s'agit de sécuriser l'accès à une ressource stratégique. Il parle de sécuriser l'approvisionnement pour l'industrie. Dans son esprit, c'est une question de survie économique. Et il croit vraiment que ces investissements sont nécessaires pour éviter une crise sociale encore plus grave. Mais à quel prix? En excluant celles et ceux qui ne peuvent pas payer? Ensuite, ils ont parlé des énergies renouvelables. Mon père a annoncé un second partenariat avec la région wallonne pour installer de nouveaux parcs éoliens et photovoltaïques sur des terrains industriels désaffectés. Il s'est félicité d'avoir décroché des subventions européennes pour ces projets. Soyons honnêtes. Ils se tournent vers le solaire et l'éolien parce qu'ils n'ont plus le choix. Mais mon père n'a pas tort sur un point. La Wallonie est encore dépendante de l'énergie importée. En investissant dans l'éolien local, il espère réduire cette dépendance qui devient de plus en plus instable à cause des conflits mondiaux. Dans mon groupe, comme dans d'autres collectifs autonomes, on bricole, on récupère tout ce qu'on peut et on fait avec ce qu'on a. On n'a plus vraiment d'argent, on a des panneaux solaires, des systèmes pour récupérer l'eau, on cultive quelques légumes dans des bacs faits de matériaux trouvés dans les décharges. En parlant de nourriture, mon père a également abordé l'agroalimentaire. Il a dit « Nous allons investir dans l'agriculture de précision pour optimiser les rendements ». L'idée est donc de financer des technologies pour aider les agriculteurs, les agricultrices à utiliser moins d'eau, moins d'engrais, tout en maximisant les récoltes. Des capteurs, des drones et des outils d'intelligence artificielle pour surveiller les cultures. Je ne me pouvais m'empêcher de penser aux petits et petites agriculteurs, agricultrices, que je connais, qui essayent de s'en sortir avec des méthodes traditionnelles, en régénérant le sol, mais avec des saisons de plus en plus imprévisibles. L'agriculture de précision va surtout être utile aux grandes exploitations, laissant les petites structures toujours plus vulnérables. On l'observe depuis les années 20. Les grandes entreprises s'adaptent et les petites n'ont pas cette chance. Elles s'effondrent, une à une, emportées par une économie devenue trop violente pour les plus faibles. Les multinationales ont quand même arrêté de produire à tout va depuis quelques années, mais uniquement parce qu'elles n'ont plus assez de ressources pour le faire. Mon père dit toujours que le marché trouve son équilibre tout seul. Bref. Un autre point de la réunion portait sur l'évolution des contrats de travail. Nous devons embrasser la flexibilité du marché du travail, a dit mon père. Traduction, plus de CDI, externaliser encore plus d'emplois pour adapter les coûts et générer la marge demandée par les actionnaires. Je l'ai vécu ce monde des flexi-jobs. Travailler sans filet de sécurité, c'est vraiment épuisant. Pourtant, mon père appelle ça « libérer le potentiel des individus ». Moi, je vois surtout des gens qui courent après des boulots mal payés, sans droit, sans avenir. En plus, ils devraient se rendre compte que beaucoup de gens ne veulent plus de cette flexibilité. Celles et ceux qui le peuvent fuient ce système. Dans mon groupe, on a toutes et tous quitté ces boulots précaires. C'était comme à l'UNIF. Si t'es pas dans les sciences ou la technologie, t'as plus ta place. L'histoire, la sociologie, l'art, tout ce qui faisait vibrer l'esprit a été abandonné, voire détruit. Les pertes sont énormes. Mais la pensée s'est réfugiée dans les marges. Ici, on troque, on cultive, on fabrique. Et surtout, on ne dépend plus de ça. Quand mon père et ses actionnaires nous regardent, ils voient juste des marginaux, des perdants, des perdantes. Moi, je me vois comme étant dans la marge, avec celles et ceux qui préfèrent vivre avec moins, plutôt que de participer à cette course insensée. Eux, ils maintiennent des empires de sable, pendant que nous, on plante des racines profondes. Chaque groupe se spécialise un peu, échange ses services. On appelle ça la réartisanalisation. Ce n'est pas une vie de rêve, mais ça fonctionne, ça tient. Puis, il y a les plus riches, qui se sont détachés du système dominant, et qui ont créé des petits jardins d'Éden, que pour eux, en autarcie protégée. Mais je dois admettre que mon père a un argument solide. La demande pour ces jobs précaires existe. Les gens ont besoin de travailler. Ils pensent qu'en offrant des opportunités, même temporaires, ils donnent une chance à ceux qui n'en ont pas.
Et dans un sens, il a raison. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que ce système broie les gens, les pousse à la limite. Il y a une différence entre une opportunité et une exploitation. Enfin, la dernière partie de la réunion portait sur le développement technologique. Comme chaque année, mon père avait prévu de grossir le chiffre d'affaires à la fin de l'année en revendant des données de production et de commercialisation aux sociétés de big data. La technologie continue de les obséder et de jouer un rôle central. Mais pour moi, elle divise plus qu'elle ne libère. Les grosses boîtes comme celle de mon père s'en servent pour garder leur pouvoir, maximiser les profits, malgré les pénuries, tout en répondant un minimum aux besoins de la population. Elles contrôlent les données, les réseaux, tout ce qui compte encore et rend possible la vie moderne. De notre côté, on fait avec de la récup, du low-tech. Ça marche, même si on est loin de leur monde high-tech. Et franchement, ça nous va très bien. On n'a pas besoin de leur surveillance et de leurs gadgets hors de prix. En sortant de cette réunion, je me suis retrouvé avec un drôle de sentiment. Mon père et moi, on veut la même chose, survivre. Lui, il veut sauver ce qu'il peut de son monde, protéger ses employés, ses actionnaires, et peut-être dans un coin de sa tête, moi aussi. Moi, je veux contribuer à quelque chose de différent, loin de leur jeu de pouvoir et de profit. Je ne sais pas si un jour il comprendra pourquoi j'ai quitté son monde pour vivre dans ces marges qu'il méprise. Peut-être que je ne le comprendrai jamais entièrement non plus. Mais j'écris ces mots pour que si un jour il tombe dessus, il sache que je ne l'ai pas fait par rejet, mais par nécessité. Dans mon groupe, on est là, on habite, on bricole, on invente. Ce n'est pas une grande révolution, mais c'est notre manière de résister. J'ai toujours su que ce monde finirait par s'effondrer, mais jamais je n'aurais cru que ça arriverait de cette façon. Lentement, subtilement, sans le fracas qu'on imaginait autrefois dans les films catastrophes. On dirait que rien n'a changé, mais justement, tout a très subtilement changé. En attendant, on reste ici, dans l'ombre des branches et des nuages, les sens alertes et au travail. Il fait chaud. Kolia, ex-futur dirigeant d'entreprise, archiviste depuis les marges. 4 histoires, 4 évolutions différentes de la suffisance. Curieux ou curieuse d'en savoir plus? Par exemple, la suffisance, au final, c'est quoi? Comment ces scénarios ont-ils été imaginés? Quelles sont les perspectives d'action pour aller vers plus de suffisance en Wallonie d'ici 2045? Ou encore, quelles sont les recommandations de Canopéa? Découvrez les réponses à ces questions dans le rapport La suffisance en Wallonie, pourquoi et comment, publié sur le site de Canopéa. Le lien est disponible en description. Si vous avez aimé la vidéo, ou vous êtes posé quelques questions sur l'évolution de notre société dans les années à venir, je vous invite à la partager et qui sait peut-être même en parler avec votre tante, votre grand-père, votre meilleur ami ou une chouette collègue de travail.